Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde, qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand une famille de la côte de l'Oregon disparaît... On était en état de choc. On se disait que c'était impossible que ce genre de truc nous arrive. Le FBI se mobilise. On ne savait rien. On a frappé à toutes les portes de la ville pour poser des questions et montrer les photos. On ne connaissait pas leur histoire. Ils n'avaient aucun lien avec la communauté. L'horreur, la violence de la chose dépassait l'entendement. Enquête. FBI. Par un matin frisquet, dans la petite ville côtière de Walport, dans l'Oregon, un homme se balade seul sur la plage quand il voit quelque chose de suspect flotter sur l'eau. Il compose le 911 pour joindre le bureau du shérif du comté de Lincoln à Newport, à 29 km de là. Les enquêteurs Dennis Bosky et Trish Miller sont les premiers à arriver sur les lieux. Je me suis rendu à la baie d'Alsea, dans la région de Walport, où j'ai rencontré l'enquêteuse Miller. Les enquêteurs sont stupéfaits de découvrir le corps d'un petit garçon portant uniquement des sous-vêtements. On n'était pas certain de son âge, mais il était petit. On s'est dit qu'il devait avoir 3 ou 4 ans. Il était très soigné. Ses ongles étaient bien coupés. On avait pris soin de lui. Les policiers n'ont aucune raison de croire qu'il s'agit d'un acte criminel. Il n'y avait aucun signe de blessure. On ignorait la cause de la mort. On a présumé qu'il s'était noyé. On se disait que dans les heures qui allaient suivre, un parent agité se présenterait au poste parce que son enfant avait disparu. Mais aucun parent ne se présente et aucun enfant n'est porté disparu. C'était un mystère. On commençait à penser qu'il ne s'agissait pas d'une simple noyade. Une mort inexpliquée suffisait à mettre sur pied une équipe de lutte contre les crimes majeurs, composée d'agents de tous les paliers gouvernementaux, y compris des spécialistes des meurtres complexes, le FBI. On est sensibilisé aux enfants portés disparus. J'ai offert notre aide au bureau du shérif porté disparu. J'ai offert notre aide au bureau du shérif du comté de Lincoln. Avec 17 ans de métier, l'agent spécial Mike Holman est un vétéran du FBI. Il sait par expérience que la mort de l'enfant pourrait être accidentelle, ou pire. Il s'agissait peut-être d'un enlèvement d'enfant. Le genre d'affaire où on s'implique du début à la fin. L'agent Holman et l'équipe s'affairent à identifier l'enfant. Sans son nom, il y a peu de chances de comprendre comment et pourquoi il est mort. On ne savait rien. On a mis sur pied un poste de commandement et on a ouvert l'enquête. On a frappé à toutes les portes de la communauté pour demander aux gens s'ils connaissaient des familles avec un enfant de cet âge. On leur posait des questions, on leur montrait la photo. Savez-vous quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? S'est-il produit quelque chose d'inhabituel la veille? Les enquêteurs formulent toutes les hypothèses possibles, y compris que l'enfant ait eu un accident de voiture. On a demandé à la garde côtière de survoler la baie de Yakina et au service des forêts de vérifier s'il y avait eu un accident, si une voiture avait quitté la route ou avait plongé dans l'eau. On ignorait si une famille entière était morte ou s'était noyée. Leurs efforts ne mènent nulle part. On diffuse publiquement l'affaire dans l'espoir que quelqu'un ait des informations. On a transmis une photo aux médias. On l'a fait paraître dans les journaux. Bien vite, le bulletin de nouvelles télévisé diffuse la photo. Denise Thompson est chez ses parents à ce même moment. Hey, Mom. Come look at this. Ils ont montré un portrait robot du garçon à la télé. Ça m'a marqué parce qu'il ressemblait au petit Zachary. Denise a déjà gardé cet enfant.
Il s'appelle Zachary Longo. Quelques jours plus tôt, elle a gardé le garçon de 4 ans et ses 2 sœurs cadettes. I think I need to call. À l'époque, on était voisins du shérif. Je l'ai appelé. Vous savez, l'enquête sur le petit garçon découvert dans la baie, je crois que je sais qui il est. Denise informe les enquêteurs qu'elle travaille avec son père, Christian Longo, dans un café du coin. Elle ajoute que Christian, son épouse Mary Jane et leurs enfants Zachary, Sadie et Madison résident à Newport depuis seulement 6 semaines. Les policiers se précipitent chez les Longo, un chic condo donnant sur la côte, à Newport. On s'est rendu à leur domicile, mais il n'y avait personne. Tout dans la maison laisse croire au retour imminent de la famille. Je me rappelle que tout était en ordre. Rien ne signalait un départ hâtif. Il n'y avait aucun signe de chambardement. On s'est mis à la recherche de quelque chose qui indiquerait où il se trouvait. Les enquêteurs souhaitent aviser la famille de la mort de Zachary. Mais l'ennui, c'est que personne ne connaît la famille. Quand on cherche des gens, on parle à leurs amis intimes, à leur famille. On a vite découvert qu'ils n'en avaient pas dans le comté de Lincoln. Ils n'avaient pas vécu là très longtemps. Le FBI se met à chercher à l'échelle nationale quelqu'un qui en saurait plus sur la jeune famille. J'ai demandé à tous les bureaux du pays de communiquer avec leurs amis et leurs familles pour essayer de les retrouver. Avaient-ils des téléphones cellulaires? Étaient-ils en communication avec quelqu'un? La famille Longo manquant à l'appel, Denise Thompson est la seule personne en mesure d'identifier le corps de Zachary. Les enquêteurs lui demandent de se présenter tôt le lendemain matin. Entre-temps, ils envoient une équipe de plongeurs chercher des indices sur la mort de Zachary à l'endroit où son corps a été découvert. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les plongeurs cherchaient des indices sur la mort de Zachary Longo, et je suis sûr qu'ils ont été surpris de trouver un autre corps. Dans l'eau, ils trouvent un sac de couchage renfermant le corps d'un autre enfant. La fillette, elle aussi, ne porte que des sous-vêtements. Une tête d'oreiller contenant une grosse pierre était attachée à sa cheville. C'est à ce moment-là qu'on a eu la certitude qu'il était question d'un homicide. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agit de Sadie Longo, 3 ans, la sœur cadette de Zachary. Ils se ressemblaient tellement qu'on s'était dit que c'était sa sœur, qui avait presque le même âge. Les plongeurs trouvent un deuxième sac de couchage avec une tête d'oreiller contenant une roche. D'épouvantables indices sur la cause de la mort de Zachary. Quand on a découvert la deuxième tête d'oreiller, on a présumé que Zachary avait été noyé de la même manière, plombé par la pierre. Même les enquêteurs chevronnés sont bouleversés par l'atrocité des meurtres. Denise Thompson doit maintenant confirmer l'identité de 2 enfants assassinés. Comme mère, il n'y a pas de scène plus horrible. J'ai tenté de rester calme. Je me disais, ses cheveux sont plus foncés, mais c'est sans doute parce qu'ils sont mouillés. Ou je ne vois pas ses yeux parce qu'ils sont fermés. Au moins, j'ai pu leur dire le nom des enfants. Il ne fait aucun doute que les enfants ont été tués. Mais pourquoi? Et par qui? Qui serait capable de tuer des enfants? Le mystère était d'autant plus grand que personne ne connaissait la famille.
Les enquêteurs ignorent s'ils sont à la recherche d'un parent ou d'un vil prédateur. Et le reste de la famille Longo manque toujours à l'appel. Il leur faut attraper ce tueur d'enfants de toute urgence. Zachary et Sadie sont-ils les seules victimes ou n'était-ce que le début? On se demandait si on allait trouver d'autres corps. On n'avait aucune idée. Newport, Oregon. 3 jours plus tôt, on a trouvé les corps de Zachary et Sadie Longo. Les 2 enfants ont été tués et leurs corps jetés dans l'océan. Quelqu'un s'en était débarrassé comme de vulgaires ordures dans le marécage à Walport. Et il avait attaché une pierre à leur cheville pour qu'on ne les retrouve pas. C'était un geste intentionnel. La nouvelle du meurtre se propage. La communauté de Newport est ébranlée. Comme c'est arrivé autour de la période des fêtes, ça a été encore plus difficile pour les gens. Ça a atteint tout le monde. Les citoyens se sont montrés solidaires. À Walport, les gens ont apporté des fleurs et des animaux en peluche sur le pont de Linslow, à la mémoire de Zachary et Sadie. On a été témoin d'un soutien communautaire phénoménal. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et je doute que ça se reproduise dans ma vie. Le FBI et le bureau du shérif ignorent si les enfants ont été tués par quelqu'un qu'ils connaissaient ou si un prédateur est en cavale à Newport. Même si mon mari est costaud, on dormait avec la carabine près du lit. On avait peur. Si quelqu'un tuait des inconnus, on aurait pu être les prochaines victimes. Personne n'a réussi à localiser le reste de la famille Longo. Madison, la plus jeune enfant, et les parents Christian et Mary Jane. 2 enfants étaient morts. Où était la famille? Y aurait-il 3 autres victimes? En l'absence d'indices concluants, les forces de l'ordre doivent compter sur les pistes que fournira le public. On commençait à recevoir de l'information. Certaines personnes croyaient avoir été témoins de quelque chose. Nous devions suivre toutes les pistes. Quelqu'un appelle pour signaler une voiture mystérieuse près d'un parc où jouaient des enfants. Mais les enquêteurs ne réussissent pas à retracer le véhicule. C'est une petite communauté. On signale toute personne ou toute voiture qui semble étrange. Un autre homme affirme que le soir de la découverte du corps de Zachary, il s'est arrêté pour offrir de l'aide à un homme qui avait des ennuis mécaniques sur le pont près d'où le corps a été aperçu. Un homme traversait le pont. Il a aperçu des feux d'arrêt. Alors il a demandé à l'individu s'il avait des ennuis. L'homme a répondu qu'il attendait qu'un signal lumineux s'éteigne. L'homme a refusé l'aide, une réaction étrange aux yeux du bon samaritain. Mais il n'a pas pris la peine de noter le modèle de voiture ou le numéro de la plaque d'immatriculation. Il ne peut fournir qu'une vague description de l'individu. Dans l'impasse, les policiers se tournent vers l'homme qui a trouvé le corps de Zachary. La personne qui trouve un corps est toujours une personne d'intérêt. Il arrive souvent que des gens qui tentent de s'infiltrer dans une enquête deviennent des suspects. On l'interroge de nouveau et on finit par apprendre qu'il a des antécédents de violence contre des enfants. Évidemment, quand on est en contact avec une personne concernant la mort d'un enfant et qu'on apprend que cette personne a, dans le passé, commis des crimes contre un enfant, ça sonne l'alarme. L'homme prétend avoir assisté à une réunion des alcooliques anonymes le soir précédant celui où il a aperçu le corps. Les policiers inspectent le bâtiment où avait lieu la réunion et aspergent du luminol dans les toilettes. Ce qu'ils découvrent est alarmant. On a trouvé du sang sur les murs des toilettes de l'édifice. Ça a éveillé nos soupçons. On s'est dit qu'il avait tué le garçon dans les toilettes. On prélève des échantillons de sang qu'on envoie illico au laboratoire. Mais les éléments de preuve ne suffisent pas à arrêter le suspect. Bien qu'ils croient que l'enquête progresse, les policiers ignorent où se trouvent les autres membres de la famille Longo. Le FBI se met à étudier plus à fond la vie des parents. À partir de l'âge adulte, tout individu laisse une trace derrière lui.
Carte de membre d'un club vidéo, location de voiture, billets d'avion. On s'est donc penché sur ce type d'éléments pour savoir avec qui ils étaient en contact ou où ils se trouvaient. On apprend que la mère des enfants, Mary Jane Baker, est née en 1967 à Ann Arbor, dans le Michigan, et qu'elle avait 5 frères et sœurs. Ses parents ont divorcé dans les années 1970. Selon Mark Baker, le frère de Mary Jane, ils ont été élevés par leur mère et étaient témoins de Jéhovah. Ma mère a joint les rangs des témoins quand j'avais 7 ans, je crois. Alors Mary Jane devait en avoir 4. Elle ne connaissait rien d'autre. On a reçu une éducation stricte. Dans la vingtaine, Mary Jane a rencontré Christian Longo. Il n'avait que 17 ans. Ils avaient plusieurs points en commun, y compris des parents divorcés et leur foi. Il était comme les autres. Il avait l'air normal. En fait, il était plus beau que la moyenne. Il avait de bonnes manières. Ce n'était ni un coureur de jupons, ni un fêtard. Christian a été le premier amour de Mary Jane. Il me semble qu'elle n'avait fréquenté personne avant lui. La mère et le beau-père de Christian le jugeaient trop immature pour qu'il fréquente une fille. Christian a quitté la maison familiale et s'est trouvé un emploi dans une boutique de caméras. Elle avait quelques années de plus que Christian, mais elle avait toujours voulu se marier et fonder une famille. Ils se sont mariés au printemps de 1993. Elle n'avait qu'un but dans la vie, être une épouse et une mère. Elle vénérait le sol que Christian foulait. Elle est vite tombée enceinte et a donné naissance à Zachary en février 1997. Peu de temps après, Sadie et Madison sont nés. Elle était douée avec les enfants. Ils ne passaient pas leur temps à crier ou à pleurer. Ils étaient toujours bien habillés et avaient l'air heureux. Christian a fondé une entreprise de nettoyage de chantiers de construction et les affaires roulaient. Il travaillait fort pour soutenir sa famille, tandis que Mary Jane restait à la maison avec les bébés. Une vie de rêve, semble-t-il. Jusqu'à ce que l'entreprise de Christian s'effondre. Plusieurs clients sont en retard sur leur paiement et Christian n'arrive pas à verser les salaires. Humilié et endetté, il se met en route vers l'ouest avec sa famille en septembre 2001. Il était le seul pourvoyeur et n'arrivait pas à supporter la pression. Il part avec sa famille en se disant « Ailleurs, on pourra prendre un nouveau départ ». Ils aboutissent à Newport, dans l'Oregon. Christian trouve un appartement donnant sur l'océan et un emploi dans un café pour joindre les deux bouts. C'est là qu'il rencontre Denise Thompson. Je suis passée en entrevue juste après lui et ils nous ont embauchés le même jour. Ils sont devenus amis sur le champ. C'était agréable de travailler avec lui. Un type souriant, un jeune père de 3 enfants, une belle famille. Je m'étais fait un ami au travail, c'était super. Les Longo ne connaissaient personne à Newport et Denise a voulu les aider. Ils n'avaient pas de famille dans l'Oregon. C'était sûrement difficile pour eux de se retrouver dans une communauté si unie. Je voulais qu'ils se sentent les bienvenus. Thank you. No problem. They'll be fine. You guys enjoy yourselves. Have a good time. All right. Elle s'est proposée comme gardienne pour que le couple puisse sortir en amoureux. J'ai offert de garder leurs enfants et eux, ils pourraient faire pareil. Je trouvais ça sympathique. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Mary Jane et lui sont sortis au restaurant et au cinéma. Zachary et Sadie, les 2 plus vieux, étaient extrêmement gentils. Je n'avais jamais gardé d'enfants aussi dociles. C'était des enfants dont on prenait soin. Ils étaient super. Pour Denise, il est inimaginable qu'on ait voulu faire du mal à ses enfants. J'étais séduite par cette petite famille et je tenais à ce qu'on devienne amis. Les agents aussi ont du mal à y croire. Ils se mettent à poser de pénibles questions.
Les Longo auraient-ils eu des ennuis plus graves que ce qu'on s'imaginait? Peut-être tentait-il d'échapper à des créanciers ou à une personne en colère. On entrevoyait plusieurs scénarios. Qui aurait pu tuer avec froideur 2 enfants innocents? Les Longo étaient-ils retenus en otage? Ou pire? Trouverait-on d'autres corps? On ne savait pas ce qui s'était passé, si quelqu'un avait tué toute la famille. Il y a 8 jours que Christian et Mary Jane Longo et la plus jeune de leurs enfants, Madison, sont disparus de Newport dans l'Oregon. Les 2 autres enfants, Zachary et Sadie, ont été retrouvés assassinés près d'un pont. On était déterminés à retrouver Mary Jane et Madison. On ne se demandait pas si elles étaient vivantes ou pas. On voulait juste les retrouver. Les agents veulent à tout prix identifier le tueur, mais ils ne tiennent qu'une personne d'intérêt. L'homme qui a trouvé le corps de Zachary. Il a des antécédents de crimes contre les enfants et du sang a été découvert dans les toilettes du bâtiment où il était lorsque le corps a été trouvé. Pour les policiers, il s'agit d'un suspect potentiel jusqu'à ce qu'ils réussissent le test du détecteur de mensonges. J'étais parmi les enquêteurs qui l'ont interrogé. Il a fait des déclarations qui l'incriminaient. Alors j'ai su qu'il disait la vérité. Les analyses du sang retrouvé dans les toilettes révèlent qu'il ne s'agit pas du sang de Zachary. Il provenait de plusieurs personnes qui assistaient aux rencontres des AA et s'injectaient des drogues dans les toilettes. On a su par la suite qu'on retrouvait fréquemment du sang dans les toilettes parce que les gens y consommaient de la drogue. L'enquête retourne donc à la case départ. La recherche des Longo s'intensifie. Les agents tentent de reconstituer leurs faits et gestes. Un analyste du FBI scrutait leur vie en quête de la moindre information. Les pistes sont minces, jusqu'à ce que la police reçoive de l'information d'un hôtel où les Longo avaient logé à leur arrivée à Newport. On a trouvé un album renfermant des empreintes et des certificats de naissance. On trouve aussi le permis de conduire de Mary Jane Longo. Cette découverte paraît de mauvais augure à l'équipe d'enquêteurs. Il y avait des albums photos et des effets personnels des enfants. On se disait tous qu'une mère n'allait pas jeter les photos de ses enfants, ni ses pièces d'identité. C'était impossible. Redoutant le pire, les autorités envoient d'autres plongeurs près du condominium des Longo. Leur pire crainte se confirme. Ils ont trouvé 2 valises sous les quais. Les plongeurs ont tressailli à la vue de cheveux coincés dans la fermeture éclair d'une des valises. Je leur ai demandé d'apporter les valises sur le quai. On a trouvé Mary Jane dans l'une et Madison dans l'autre. J'ai de nouveau éclaté en sanglots. Mère et enfant ont été étranglés, puis enfermés dans les valises. Mary Jane était nue. Les policiers sont consternés par la brutalité du geste. Les mots me manquent pour exprimer le choc, la colère, l'immense tristesse que suscite une telle tragédie. La nouvelle foudroie la famille de Mary Jane. Ça m'a brisé le cœur. On ne s'en remet jamais. On a beau y réfléchir sans arrêt, essayer de comprendre, c'est un geste inqualifiable. La nouvelle du meurtre de la famille ébranle tout le pays.
Ça a fait les manchettes à l'échelle du pays. C'était le pire crime du siècle en Oregon. Il en a beaucoup été question dans les médias et les gens étaient sidérés d'entendre parler du meurtre brutal de la famille Longo. Tout le monde se pose la même question. Où donc est Christian Longo? Allait-on retrouver son corps flottant quelque part le long de la côte de l'Oregon? Ou bien ce père, apparemment aimant, avait-il tué sa famille avant de fuir l'État? Les policiers interrogent de nouveau Denise Thompson, qui, selon eux, est la dernière à avoir vu les Longo vivants. Denise révèle un détail qui lui semblait sans importance, mais qui devient déterminant. Ils voulaient en savoir plus sur les enfants et les parents, mieux connaître la famille. Je leur ai dit ce que je savais. Elle se souvient que le soir où elle a gardé les enfants, quelques jours avant la mort de Zachary, Christian Longo semblait affolé à leur retour. Il était tard, environ 23 heures. Christian avait les yeux rougis, comme s'il avait pleuré. Quelques jours plus tard, Christian lui a appris une nouvelle inattendue. Il s'est approché et m'a dit « J'ai quelque chose à te dire. Je voulais que tu l'apprennes de moi. Ma femme m'a quitté. Elle est partie avec les enfants. » C'était la dernière fois que Denise voyait Christian. Quand elle est allée chercher sa paye quelques jours plus tard, il n'était pas là. Il devait travailler ce jour-là. Alors j'ai voulu aller le saluer, mais le gérant m'a dit qu'il ne s'était pas présenté. Je me faisais du souci pour lui, parce que sa femme était partie avec les enfants. Et s'il avait voulu s'enlever la vie? Les agents sont stupéfaits de l'apprendre. Christian aurait-il, pris d'un accès de rage, tué sa femme et ses enfants avant de se suicider? Ils ne sont pas les seuls à se le demander. Il y avait des journalistes partout. Au travail, on nous avait interdit de leur parler. Amis et collègues de Christian sont outrés qu'on fasse de telles insinuations. Ils le connaissent et jurent qu'il n'a rien de meurtrier. Ça mettait mes collègues en colère. Qui donc osait soupçonner Christian? Il était incapable d'un tel geste. Le FBI et le service de police de Newport, dans l'Oregon, cherchent désespérément Christian Longo, le seul parmi les 5 membres de sa famille dont le corps n'a pas été repêché dans l'océan Pacifique. Personne n'a de nouvelles de Christian depuis plus d'1 semaine, et ses amis se font du souci pour sa sécurité. Mon mari et moi, on s'est rendus à leur immeuble de condominium pour voir si son véhicule y était. Il n'était ni dans le garage, ni dans le parc de stationnement. Je me disais, bon, il pourrait être n'importe où, mais je m'inquiétais tout de même pour lui. Les agents craignent que sa disparition cache autre chose. Il n'y avait aucune limite au scénario qu'on s'imaginait. Le père avait-il tué sa femme et ses enfants avant de s'enlever la vie? Ils deviennent encore plus soupçonneux quand, fouillant dans le passé de Christian, ils découvrent qu'il a déjà trompé des gens. Ses parents nous ont dit qu'il avait reçu une éducation normale, mais qu'il avait des troubles de la personnalité. Bien qu'il venait d'une famille religieuse, il mentait souvent et a même escroqué ses propres parents. Toute sa vie, il avait eu recours à la tromperie. C'était un menteur, un voleur, un manipulateur et un grand charmeur. On découvre qu'au moment où l'entreprise de Christian a commencé à avoir des ennuis, il a émis des chèques à son propre nom pour sauver les apparences. Il roulait en voiture neuve et vivait en grand. Je ne comprenais pas car ma femme et moi, on travaillait tous les deux, même que j'avais pratiquement 2 emplois, et on avait du mal à acheter une seule voiture neuve. Ça échappait à toute logique. Ses actions ont fini par le rattraper. Se rendant à la banque pour toucher un chèque, il a remarqué que la caissière le regardait avec méfiance.
Il a pris la fuite, oubliant sa pièce d'identité. Il a été arrêté pour avoir fait des chèques sans provision. Son secret était connu. C'était un fraudeur et un menteur. Un individu sans scrupules. Christian a été mis en liberté surveillée, mais a été sévèrement réprimandé par son église des témoins de Jéhovah. Mary Jane a dû partager l'humiliation. Ça l'a affectée parce qu'elle ne pouvait plus fréquenter les mêmes personnes. Il se voyait rejeté. La famille Longo est déménagée dans l'Ohio, dans un entrepôt délabré que Christian comptait convertir en appartement. Il trouvait encore le moyen d'esquiver les factures. Christian a volé plusieurs engins de chantier en vue de les revendre. Sentant qu'il y avait anguille sous roche, un acheteur potentiel l'a dénoncé à la police. Il avait 20 000 $ de biens volés en sa possession. Au poste, en cherchant de l'information à son sujet, les enquêteurs s'étaient aperçus qu'il y avait des mandats contre lui. Quand ils sont allés à l'entrepôt 2 heures plus tard, il n'y avait personne. Ayant le pressentiment qu'on allait l'arrêter, Christian a pris la fuite. Sans même donner le temps à sa famille de faire leurs valises, il les a arrachés à leur communauté pour se diriger vers l'ouest. Ils ont abandonné tout ce qui leur était familier. Ils avaient laissé plusieurs articles derrière. Les vêtements de Mary Jane, sa robe de mariée même, la Bible de Mary Jane. Mary Jane a perdu contact avec sa famille. Elle avait pratiquement disparu. Il l'emmène loin de tout ce qu'elle connaît et elle dépend de lui pour tout. Elle était coincée. Elle était presque victime de violences conjugales. Inquiète, la famille de Mary Jane communique avec les autorités. Dès qu'ils sont partis, on a déposé un avis de disparition auprès du service de police de Toledo, parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. L'avis de disparition est annulé lorsque la famille reçoit une carte postale de Mary Jane envoyée depuis le Dakota du Sud. Elle a écrit « On va bien, Chris cherche du travail. Je t'appelle dès qu'on s'est établi quelque part. » Les enquêteurs savent désormais que Christian Longo n'est pas l'homme qu'ils croyaient. Mais ils ignorent s'il est mort ou s'il est en cavale. Puis, ils reçoivent un appel étonnant de son ancien employeur. Il semble que Christian soit sain et sauf et qu'il vienne tout juste de faire une demande d'emploi. Il a fait une demande d'emploi auprès d'un café de San Francisco. Il s'est servi du nom de son ancien gérant et de plusieurs de ses amis du comté de Lincoln. Les enquêteurs soupçonnent fortement que Christian Longo est le tueur qu'ils recherchent. Maintenant, on savait tous qui on pourchassait. Les agents ont du mal à croire qu'il est révélé où il se trouve en toute insouciance. Ils passent à l'action. J'ai communiqué avec le bureau de San Francisco qui a dépêché des agents pour surveiller le café au cas où il reviendrait. Le FBI met sur pied une opération d'infiltration dans l'espoir que Christian revienne. Mais il ne se présente jamais. Christian Longo est en cavale et n'a pas le temps d'effacer ses traces. Il fait des achats avec une carte de crédit volée. Ça nous a surpris. Il était très négligent. Grâce au numéro de la carte de crédit, on a su qu'il avait acheté un billet d'avion pour aller de San Francisco au Texas et de là à Cancun au Mexique. Christian compte traverser la frontière. Mais il ignore que l'agent spécial Dan Clegg est posté au Mexique, justement pour appréhender les fugitifs.
À cette époque, en 2000, 2001, 2002, les Américains n'étaient pas tenus de posséder un passeport pour aller au Mexique. Un grand nombre de fugitifs allaient se cacher au Mexique. Les agents ajoutent Christian Longo à la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. À mon avis, il répondait aux critères pour figurer sur cette liste. Il présentait un danger pour la communauté et il voyageait. J'ai pris sa photo et j'ai fait un montage pour créer une affiche en espagnol d'une personne recherchée par le FBI. Ils en tapissent la grande région de Cancun, priant pour que quelqu'un reconnaisse Longo et les appelle. On n'avait aucune piste. On savait seulement qu'il avait atterri à Cancun. Le 14 janvier 2002, le meurtrier présumé Christian Longo s'est enfui à Cancun, au Mexique, après qu'on eut trouvé les corps de sa femme et de ses enfants à Newport, dans l'Oregon. Comment une personne peut-elle arriver à tuer ses propres enfants? Le FBI l'inscrit sur la liste des 10 criminels les plus recherchés et tapisse Cancun d'affiches. Souvent, les Américains au Mexique souhaitent rester branchés. On savait donc que les cafés Internet étaient un bon endroit, ainsi que les stations de taxi et les gares d'autocars. En moins de 48 heures, on recevait un signalement. Un guide touristique indique qu'il a fait une visite avec un homme ressemblant à la description de Christian quelques jours plus tôt. Il l'a déposé à un camping à 80 km de Cancun. En douce, les agents encerclent le terrain de camping. Ils surveillent la cabana et découvrent que Christian profite de sa liberté sous un faux nom. Il ne semblait pas être en deuil. En fait, il avait des relations sexuelles avec une photographe pigiste allemande qu'il avait rencontrée là. Il s'était lui-même fait passer pour un journaliste pigiste. Il mène une double vie et ne se doute pas que les autorités sont sur le point de l'appréhender. On s'est approché de la cabana, les policiers mexicains sont entrés et se sont emparés de lui. Je me suis identifié. Il a dit qu'il s'appelait Michael. J'ai rétorqué « Christian Michael Longo, non ?» en lui montrant l'affiche. Il a fini par avouer que oui. Christian est mis en état d'arrestation sans incident. Le ramener aux États-Unis pour qu'il réponde au chef d'accusation ne s'avère pas facile. En raison de la nature odieuse des crimes, les procureurs de l'Oregon comptent demander la peine de mort. Pour les autorités mexicaines, cela pose problème. Le Mexique n'approuve pas la peine de mort, alors en général, il conteste l'extradition. L'agent spécial Daniel Clegg adresse un ultimatum à Christian Longo. Ou il accepte de rentrer aux États-Unis de plein gré, ou il conteste l'extradition depuis une prison mexicaine. Je l'ai fixé et je lui ai dit « C'est votre choix ». Il était terrifié à l'idée de croupir dans une prison mexicaine. Christian Longo accepte de rentrer aux États-Unis. Comme peu de preuves concluantes associent Longo au crime, l'agent spécial Clegg cherche à obtenir des aveux. Dès que l'avion quitte le sol mexicain, il interroge Longo. Mon objectif était de lui faire avouer toute l'histoire, qu'il me dise ce qui était arrivé à sa femme et à ses enfants. Mais Longo nie avoir tué sa famille et ses réponses sont empreintes de connotations religieuses. On a eu une conversation sérieuse sur ses croyances. Il m'a dit que, d'après lui, les gens ne mouraient pas. Ils s'endormaient. Je lui ai demandé si c'était le cas pour sa famille et il a dit « Oui, ils dorment ». C'est à ce moment que je lui ai demandé pourquoi il l'avait fait. Et il a répondu « Je voulais qu'il soit dans un endroit meilleur ». Ça ressemblait à un aveu, mais
Il n'a rien dit de plus. Christian semble avoir changé d'avis en février 2003, un mois avant son procès pour meurtre qualifié. Il surprend les autorités en plaidant coupable pour le meurtre de sa femme Mary Jane et de sa fille Madison. Il refuse de dire au juge comment ou pourquoi il l'a fait et nie avoir tué Zachary et Sadie. J'ignore si c'était un stratagème juridique ou une tentative pour éviter la peine de mort, mais ça se résumait à de la foutaise. Le procès qui fait toutes les manchettes débute le 10 mars 2003. La famille de Mary Jane ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a jamais été sûr à 100% qu'il serait reconnu coupable. On avait peur qu'il s'en tire. Pas à cause du peu d'éléments de preuve, mais parce que Christian est un escroc. C'est là que Denise Thompson rencontre la famille de Mary Jane pour la première fois. Ils savaient que j'étais la dernière personne à avoir vu Mary Jane. Ils m'ont demandé comment il était. Ils les aimaient tellement. C'était difficile. Ils étaient désespérés et je n'avais rien à leur offrir comme réconfort. À la barre, Christian affirme qu'il est rentré ce jour-là et qu'il a trouvé Zachary et Sadie morts aux mains de Mary Jane. Il a dit que Mary Jane, folle de rage, avait tué Zachary et Sadie et qu'elle avait jeté les corps dans l'eau, quelque part. Longo prétend que c'est alors qu'il a étranglé sa femme sous le coup de la colère. Voyant que Madison agonisait, il aurait mis fin à ses souffrances pour de bon. Il a calomnié Mary Jane en affirmant qu'elle avait tué 2 des enfants. Il ne pouvait pas la laisser reposer en paix. Il n'arrêtait pas de répéter « C'est elle qui a tué les 2 plus vieux ». Il la calomniait devant le monde entier. Un homme arrogant. Il voulait convaincre les jurés qu'il faisait erreur et que les procureurs faisaient erreur. Mais le jury ne croit pas le récit de Christian et le reconnaît coupable pour 4 chefs d'accusation de meurtre qualifié. Une semaine plus tard, on condamne Christian à la peine de mort. Il s'est levé dans la salle d'audience pour faire une déclaration. Je n'oublierai jamais ces paroles. J'ai eu ma leçon. Je me suis dit que ça résumait toute la personnalité de cet homme. Ce n'est qu'un menteur, un manipulateur qui ne pense qu'à lui. Plus tard, lors d'une entrevue qu'il accorde en prison, Christian avoue qu'il a tué délibérément sa famille parce qu'il était ruiné financièrement et ne voulait pas qu'il soit témoin de son échec. Il dit aux journalistes qu'il avait décidé de tuer Mary Jane seulement quelques heures avant de faire l'amour. Il s'est dit que c'était le moment parfait pour l'étrangler. Il a tué Mary Jane, puis l'a mise dans une valise. Il a fait pareil avec Madison. La valise de cette dernière renfermait des vêtements et un poids de plongée. Il a transporté les valises jusqu'au quai, puis les a lancées à l'eau. Il est remonté chez lui. Il a placé les 2 autres enfants dans la voiture et a roulé jusqu'à Walport. Il s'est arrêté sur l'accotement du pont Linslow. Et il a jeté les corps des enfants. Un bon samaritain s'est arrêté pour lui offrir de l'aide. À peine vient-il de tuer ses enfants qu'il réussit encore sournoisement à se sortir d'affaire. Il a dit qu'il attendait qu'un voyant lumineux s'éteigne. Et il a pris la route de l'Est vers sa ville natale, où il est allé à une fête de Noël. On y pense tous les jours, tout le temps. On se demande encore pourquoi. On n'arrêtera jamais de se le demander.
Comment une personne peut-elle tuer ses 3 enfants? Aujourd'hui, Christian Longo attend le jour de son exécution. En 2011, il souhaite devenir donneur d'organes en vue d'expier ses actes haineux. Il affirme qu'il renoncera à faire appel, qu'il accepte la peine de mort à condition qu'il puisse donner ses organes à la science. Il essaie encore d'être sous les projecteurs et de se justifier. Il ne devrait même pas avoir le droit de parler publiquement, ni de surfer sur Internet. Rien. Il ne devrait même plus être de ce monde. On ne savait rien. On a mis sur pied un poste de commandement et on a ouvert l'enquête. On a frappé à toutes les portes de la communauté pour demander aux gens s'ils connaissaient des familles avec un enfant de cet âge. On leur posait des questions, on leur montrait la photo. Savez-vous quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? S'est-il produit quelque chose d'inhabituel la veille? Les enquêteurs formulent toutes les hypothèses possibles, y compris que l'enfant ait eu un accident de voiture. On a demandé à la garde côtière de survoler la baie de Yakina et au service des forêts de vérifier s'il y avait eu un accident, si une voiture avait quitté la route ou avait plongé dans l'eau. On ignorait si une famille entière était morte ou s'était noyée. Leurs efforts ne mènent nulle part. On diffuse publiquement l'affaire dans l'espoir que quelqu'un ait des informations. On a transmis une photo aux médias. On l'a fait paraître dans les journaux. Bien vite, le bulletin de nouvelles télévisé diffuse la photo. Denise Thompson est chez ses parents à ce même moment. Hey, Mom. Come look at this. Ils ont montré un portrait robot du garçon à la télé. Ça m'a marqué parce qu'il ressemblait au petit Zachary. Denise a déjà gardé cet enfant. Il s'appelle Zachary Longo. Quelques jours plus tôt, elle a gardé le garçon de 4 ans et ses 2 sœurs cadettes. I think I need to call. À l'époque, on était voisins du shérif. Je l'ai appelé. Vous savez, l'enquête sur le petit garçon découvert dans la baie, je crois que je sais qui il est. Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde, qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand une famille de la côte de l'Oregon disparaît, On était en état de choc. On se disait que c'était impossible que ce genre de truc nous arrive. le FBI se mobilise. On ne savait rien. On a frappé à toutes les portes de la ville pour poser des questions et montrer les photos. On ne connaissait pas leur histoire. Ils n'avaient aucun lien avec la communauté. L'horreur, la violence de la chose dépassait l'entendement. Enquête. FBI. Par un matin frisquet, dans la petite ville côtière de Walport, dans l'Oregon, un homme se balade seul sur la plage quand il voit quelque chose de suspect flotter sur l'eau. Il compose le 911 pour joindre le bureau du shérif du comté de Lincoln à Newport, à 29 km de là. Les enquêteurs Dennis Bosky et Trish Miller sont les premiers à arriver sur les lieux. Je me suis rendu à la baie d'Alsea, dans la région de Walport, où j'ai rencontré l'enquêteuse Miller. Les enquêteurs sont stupéfaits de découvrir le corps d'un petit garçon portant uniquement des sous-vêtements. On n'était pas certains. D'identifier le corps de Zachary. Les enquêteurs lui demandent de se présenter tôt le lendemain matin. Entre-temps, ils envoient une équipe de plongeurs chercher des indices sur la mort de Zachary à l'endroit où son corps a été découvert. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend.
Les plongeurs cherchaient des indices sur la mort de Zachary Longo, et je suis sûr qu'ils ont été surpris de trouver un autre corps. Dans l'eau, ils trouvent un sac de couchage renfermant le corps d'un autre enfant. La fillette, elle aussi, ne porte que des sous-vêtements. Une tête d'oreiller contenant une grosse pierre était attachée à sa cheville. C'est à ce moment-là qu'on a eu la certitude qu'il était question d'un homicide. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agit de Sadie Longo, 3 ans, la sœur cadette de Zachary. Ils se ressemblaient tellement qu'on s'était dit que c'était sa sœur, qui avait presque le même âge. Les plongeurs trouvent un deuxième sac de couchage avec une tête d'oreiller contenant une roche. D'épouvantables indices sur la cause de la mort de Zachary. Quand on a découvert la deuxième tête d'oreiller, on a présumé que Zachary avait été noyé de la même manière. L'on de son âge, mais il était petit. On s'est dit qu'il devait avoir 3 ou 4 ans. Il était très soigné. Ses ongles étaient bien coupés. On avait pris soin de lui. Les policiers n'ont aucune raison de croire qu'il s'agit d'un acte criminel. Il n'y avait aucun signe de blessure. On ignorait la cause de la mort. On a présumé qu'il s'était noyé. On se disait que dans les heures qui allaient suivre, un parent agité se présenterait au poste parce que son enfant avait disparu. Mais aucun parent ne se présente et aucun enfant n'est porté disparu. C'était un mystère. On commençait à penser qu'il ne s'agissait pas d'une simple noyade. Une mort inexpliquée suffisait à mettre sur pied une équipe de lutte contre les crimes majeurs, composée d'agents de tous les paliers gouvernementaux, y compris des spécialistes des meurtres complexes, le FBI. On est sensibilisé aux enfants portés disparus. J'ai offert notre aide au bureau du shérif porté disparu. J'ai offert notre aide au bureau du shérif du comté de Lincoln. Avec 17 ans de métier, l'agent spécial Mike Holman est un vétéran du FBI. Il sait par expérience que la mort de l'enfant pourrait être accidentelle, ou pire. Il s'agissait peut-être d'un enlèvement d'enfant. Le genre d'affaire où on s'implique du début à la fin. L'agent Holman et l'équipe s'affairent à identifier l'enfant. Sans son nom, il y a peu de chances de comprendre comment et pourquoi il est mort. Denise informe les enquêteurs qu'elle travaille avec son père, Christian Longo, dans un café du coin. Elle ajoute que Christian, son épouse Mary Jane et leurs enfants Zachary, Sadie et Madison résident à Newport depuis seulement 6 semaines. Les policiers se précipitent chez les Longo, un chic condo donnant sur la côte, à Newport. On s'est rendu à leur domicile, mais il n'y avait personne. Tout dans la maison laisse croire au retour imminent de la famille. Je me rappelle que tout était en ordre. Rien ne signalait un départ hâtif. Il n'y avait aucun signe de chambardement. On s'est mis à la recherche de quelque chose qui indiquerait où il se trouvait. Les enquêteurs souhaitent aviser la famille de la mort de Zachary. Mais l'ennui, c'est que personne ne connaît la famille. Quand on cherche des gens, on parle à leurs amis intimes, à leur famille. On a vite découvert qu'ils n'en avaient pas dans le comté de Lincoln. Ils n'avaient pas vécu là très longtemps. Le FBI se met à chercher à l'échelle nationale quelqu'un qui en saurait plus sur la jeune famille. J'ai demandé à tous les bureaux du pays de communiquer avec leurs amis et leurs familles pour essayer de les retrouver. Avaient-ils des téléphones cellulaires? Étaient-ils en communication avec quelqu'un? La famille Longo manquant à l'appel, Denise Thompson est la seule personne en mesure. Les policiers n'ont aucune raison de croire qu'il s'agit d'un acte criminel. Il n'y avait aucun signe de blessure.
On ignorait la cause de la mort. On a présumé qu'il s'était noyé. On se disait que dans les heures qui allaient suivre, un parent agité se présenterait au poste parce que son enfant avait disparu. Mais aucun parent ne se présente et aucun enfant n'est porté disparu. C'était un mystère. On commença à penser qu'il ne s'agissait pas d'une simple noyade. Une mort inexpliquée suffisait à mettre sur pied une équipe de lutte contre les crimes majeurs, composée d'agents de tous les paliers gouvernementaux, y compris des spécialistes des meurtres complexes, le FBI. On est sensibilisé aux enfants portés disparus. J'ai offert notre aide au bureau du shérif en porté disparu. J'ai offert notre aide au bureau du shérif du comté de Lincoln. Avec 17 ans de métier, l'agent spécial Mike Holman est un vétéran du FBI. Il sait par expérience que la mort de l'enfant pourrait être accidentelle, ou pire. Il s'agissait peut-être d'un enlèvement d'enfant. Le genre d'affaire où on s'implique du début à la fin. L'agent Holman et l'équipe s'affairent à identifier l'enfant. Sans son nom, il y a peu de chances de comprendre comment et pourquoi il est mort. On ne savait rien. On a mis sur pied un poste de commandement et on a ouvert l'enquête. On a frappé à toutes les portes de la communauté pour demander aux gens s'ils connaissaient des familles avec un enfant de cet âge. On leur posait des questions, on leur montrait la photo. Savez-vous quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? S'est-il produit quelque chose d'inhabituel? Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde, qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand une famille de la côte de l'Oregon disparaît, on était en état de choc. On se disait que c'était impossible que ce genre de truc nous arrive. Le FBI se mobilise. On ne savait rien. On a frappé à toutes les portes de la ville pour poser des questions et montrer les photos. On ne connaissait pas leur histoire. Ils n'avaient aucun lien avec la communauté. L'horreur, la violence de la chose dépassait l'entendement. Enquête. FBI. Par un matin frisquet, dans la petite ville côtière de Walport, dans l'Oregon, un homme se balade seul sur la plage quand il voit quelque chose de suspect flotter sur l'eau. Il compose le 911 pour joindre le bureau du shérif du comté de Lincoln à Newport, à 29 km de là. Les enquêteurs Dennis Bosky et Trish Miller sont les premiers à arriver sur les lieux. Je me suis rendu à la baie d'Alsea, dans la région de Walport, où j'ai rencontré l'enquêteuse Miller. Les enquêteurs sont stupéfaits de découvrir le corps d'un petit garçon portant uniquement des sous-vêtements. On n'était pas certain de son âge, mais il était petit. On s'est dit qu'il devait avoir 3 ou 4 ans. Il était très soigné. Ses ongles étaient bien coupés. On avait pris soin de lui. Les plongeurs cherchaient des indices sur la mort de Zachary Longo, et je suis sûr qu'ils ont été surpris de trouver un autre corps. Dans l'eau, ils trouvent un sac de couchage renfermant le corps d'un autre enfant. La fillette, elle aussi, ne porte que des sous-vêtements. Une tête d'oreiller contenant une grosse pierre était attachée à sa cheville. C'est à ce moment-là qu'on a eu la certitude qu'il était question d'un homicide. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agit de Sadie Longo, 3 ans, la sœur cadette de Zachary. Ils se ressemblaient tellement qu'on s'était dit que c'était sa sœur, qui avait presque le même âge. Les plongeurs trouvent un deuxième sac de couchage avec une tête d'oreiller contenant une roche. D'épouvantables indices sur la cause de la mort de Zachary. Quand on a découvert la deuxième tête d'oreiller, on a présumé que Zachary avait été noyé de la même manière, plombé par la pierre.
Même les enquêteurs chevronnés sont bouleversés par l'atrocité des meurtres. Denise Thompson doit maintenant confirmer l'identité de 2 enfants assassinés. Comme mère, il n'y a pas de scène plus horrible. J'ai tenté de rester calme. Je me disais, ses cheveux sont plus foncés, mais c'est sans doute parce qu'ils sont mouillés. Ou je ne vois pas ses yeux parce qu'ils sont fermés. Au moins, j'ai pu leur dire le nom des enfants. Chez les Longo, un chic condo donnant sur la côte, à Newport. On s'est rendu à leur domicile, mais il n'y avait personne. Tout dans la maison laisse croire au retour imminent de la famille. Je me rappelle que tout était en ordre. Rien ne signalait un départ hâtif. Il n'y avait aucun signe de chambardement. On s'est mis à la recherche de quelque chose qui indiquerait où il se trouvait. Les enquêteurs souhaitent aviser la famille de la mort de Zachary. Mais l'ennui, c'est que personne ne connaît la famille. Quand on cherche des gens, on parle à leurs amis intimes, à leur famille. On a vite découvert qu'ils n'en avaient pas dans le comté de Lincoln. Ils n'avaient pas vécu là très longtemps. Le FBI se met à chercher à l'échelle nationale quelqu'un qui en saurait plus sur la jeune famille. J'ai demandé à tous les bureaux du pays de communiquer avec leurs amis et leurs familles pour essayer de les retrouver. Avaient-ils des téléphones cellulaires? Étaient-ils en communication avec quelqu'un? La famille Longo manquant à l'appel, Denise Thompson est la seule personne en mesure d'identifier le corps de Zachary. Les enquêteurs lui demandent de se présenter tôt le lendemain matin. Entre-temps, ils envoient une équipe de plongeurs chercher des indices sur la mort de Zachary à l'endroit où son corps a été découvert. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. La veille? Les enquêteurs formulent toutes les hypothèses possibles, y compris que l'enfant ait eu un accident de voiture. On a demandé à la garde côtière de survoler la baie de Yakina et au service des forêts de vérifier s'il y avait eu un accident, si une voiture avait quitté la route ou avait plongé dans l'eau. On ignorait si une famille entière était morte ou s'était noyée. Leurs efforts ne mènent nulle part. On diffuse publiquement l'affaire dans l'espoir que quelqu'un ait des informations. On a transmis une photo aux médias. On l'a fait paraître dans les journaux. Bien vite, le bulletin de nouvelles télévisé diffuse la photo. Denise Thompson est chez ses parents à ce même moment. Hey, Mom. Come look at this. Ils ont montré un portrait robot du garçon à la télé. Ça m'a marqué parce qu'il ressemblait au petit Zachary. Denise a déjà gardé cet enfant. Il s'appelle Zachary Longo. Quelques jours plus tôt, elle a gardé le garçon de 4 ans et ses 2 sœurs cadettes. I think I need to call. À l'époque, on était voisins du shérif. Je l'ai appelé. Vous savez, l'enquête sur le petit garçon découvert dans la baie, je crois que je sais qui il est. Denise informe les enquêteurs qu'elle travaille avec son père, Christian Longo, dans un café du coin. Elle ajoute que Christian, son épouse Mary Jane et leurs enfants Zachary, Sadie et Madison résident à Newport depuis seulement 6 semaines. Les policiers se précipitent. Mieux connaître la famille. Je leur ai dit ce que je savais. Elle se souvient que le soir où elle a gardé les enfants, quelques jours avant la mort de Zachary, Christian Longo semblait affolé à leur retour. Il était tard, environ 23 heures. Christian avait les yeux rougis, comme s'il avait pleuré.
Quelques jours plus tard, Christian lui a appris une nouvelle inattendue. Il s'est approché et m'a dit « J'ai quelque chose à te dire. Je voulais que tu l'apprennes de moi. Ma femme m'a quitté. Elle est partie avec les enfants. » C'était la dernière fois que Denise voyait Christian. Quand elle est allée chercher sa paye quelques jours plus tard, il n'était pas là. Il devait travailler ce jour-là. Alors j'ai voulu aller le saluer, mais le gérant m'a dit qu'il ne s'était pas présenté. Je me faisais du souci pour lui, parce que sa femme était partie avec les enfants. Et s'il avait voulu s'enlever la vie? Les agents sont stupéfaits de l'apprendre. Christian aurait-il, pris d'un accès de rage, tué sa femme et ses enfants avant de se suicider? Ils ne sont pas les seuls à se le demander. Il y avait des journalistes partout. Au travail, on nous avait interdit de leur parler. Amis et collègues de Christian sont outrés qu'on fasse de telles insinuations. Ils le connaissent et jurent qu'il n'a rien de meurtrier. Ça mettait mes collègues en colère. Qui donc osait soupçonner Christian? Il était incapable d'un tel geste. Le FBI et le service de police de Newport, dans l'Oregon, cherchent désespérément Christian Longo, le seul parmi les 5 membres de sa famille dont le corps n'a pas été repêché dans l'océan Pacifique. Personne n'a de nouvelles de Christian depuis plus d'1 semaine, et ses amis se font du souci pour sa sécurité. Mon mari et moi, on s'est rendus à leur immeuble de condominium pour voir si son véhicule y était. Il n'était ni dans le garage, ni dans le parc de stationnement. Je me disais, bon, il pourrait être n'importe où, mais je m'inquiétais tout de même pour lui. Les agents craignent que sa disparition cache autre chose. Il n'y avait aucune limite au scénario qu'on s'imaginait. Le père avait-il tué sa femme et ses enfants avant de s'enlever la vie? Ils deviennent encore plus soupçonneux quand, fouillant dans le passé de Christian, ils découvrent qu'il a déjà trompé des gens. Ses parents nous ont dit qu'il avait reçu une éducation normale, mais qu'il avait des troubles de la personnalité. Bien qu'il venait d'une famille religieuse, il mentait souvent et a même escroqué ses propres parents. Toute sa vie, il avait eu recours à la tromperie. C'était un menteur, un voleur, un manipulateur et un grand charmeur. On découvre qu'au moment où l'entreprise de Christian a commencé à avoir des ennuis, il a émis des chèques à son propre nom pour sauver les apparences. Il roulait en voiture neuve et vivait en grand. Je ne comprenais pas car ma femme et moi, on travaillait tous les deux, même que j'avais pratiquement 2 emplois, et on avait du mal à acheter une seule voiture neuve. Ça échappait à toute logique. Ses actions ont fini par le rattraper. How are you today? Hi. Hi, how are you? Se rendant à la banque pour toucher un chèque, May I see your ID, please? il a remarqué que la caissière le regardait avec méfiance. Excuse me. Il a pris la fuite, oubliant sa pièce d'identité. Il a été arrêté pour avoir fait des chèques sans provision. Son secret était connu. C'était un fraudeur et un menteur, un individu sans scrupules. Christian a été mis en liberté surveillée, mais a été sévèrement réprimandé par son église des témoins de Jéhovah. Mary Jane a dû partager l'humiliation. Ça l'a affectée parce qu'elle ne pouvait plus fréquenter les mêmes personnes. Il se voyait rejeté. La famille Longo est déménagée dans l'Ohio, dans un entrepôt délabré que Christian comptait convertir en appartement. Il trouvait encore le moyen d'esquiver les factures. Christian a volé plusieurs engins de chantier en vue de les revendre. Sentant qu'il y avait anguille sous roche, un acheteur potentiel l'a dénoncé à la police. Il avait $20 000 de biens volés en sa possession. Au poste, en cherchant de l'information à son sujet,
Les enquêteurs s'étaient aperçus qu'il y avait des mandats contre lui. Quand ils sont allés en entrepôt 2 heures plus tard, il n'y avait personne. Ayant le pressentiment qu'on allait l'arrêter, Christian a pris la fuite. Sans même donner le temps à sa famille de faire leurs valises, il les a arrachés à leur communauté pour se diriger vers l'ouest. Ils ont abandonné tout ce qui leur était familier. Ils avaient laissé plusieurs articles derrière. Les vêtements de Mary Jane, sa robe de mariée même, la Bible de Mary Jane. Mary Jane a perdu contact avec sa famille. Elle avait pratiquement disparu. Il l'emmène loin de tout ce qu'elle connaît et elle dépend de lui pour tout. Elle était coincée. Elle était presque victime de violences conjugales. Inquiète, la famille de Mary Jane communique avec les autorités. Dès qu'ils sont partis, on a déposé un avis de disparition auprès du service de police de... Les enquêteurs souhaitent aviser la famille de la mort de Zachary. Mais l'ennui, c'est que personne ne connaît la famille. Quand on cherche des gens, on parle à leurs amis intimes, à leur famille. On a vite découvert qu'ils n'en avaient pas dans le comté de Lincoln. Ils n'avaient pas vécu là très longtemps. Le FBI se met à chercher à l'échelle nationale quelqu'un qui en saurait plus sur la jeune famille. J'ai demandé à tous les bureaux du pays de communiquer avec leurs amis et leurs familles pour essayer de les retrouver. Avaient-ils des téléphones cellulaires? Étaient-ils en communication avec quelqu'un? La famille Longo manquant à l'appel, Denise Thompson est la seule personne en mesure d'identifier le corps de Zachary. Les enquêteurs lui demandent de se présenter tôt le lendemain matin. Entre-temps, ils envoient une équipe de plongeurs chercher des indices sur la mort de Zachary à l'endroit où son corps a été découvert. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les plongeurs cherchaient des indices sur la mort de Zachary Longo, et je suis sûr qu'ils ont été surpris de trouver un autre corps. Dans l'eau, ils trouvent un sac de couchage renfermant le corps d'un autre enfant. La fillette, elle aussi, ne porte que des sous-vêtements. Une tête d'oreiller contenant une grosse pierre était attachée à sa cheville. C'est à ce moment-là qu'on a eu la certitude qu'il était question d'un homicide. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agit de Sadie Longo, 3 ans, la sœur cadette de Zachary. Ils se ressemblaient tellement qu'on s'était dit que c'était sa sœur, qui avait presque le même âge. Les plongeurs trouvent un deuxième sac de couchage avec une tête d'oreiller contenant une roche. D'épouvantables indices sur la cause de la mort de Zachary. Quand on a découvert la deuxième tête d'oreiller, on a présumé que Zachary avait été noyé de la même manière, plombé par la pierre. Même les enquêteurs chevronnés sont bouleversés par l'atrocité des meurtres. Denise Thompson doit maintenant confirmer l'identité de 2 enfants assassinés. Comme mère, il n'y a pas de scène plus horrible. J'ai tenté de rester calme. Je me disais, ses cheveux sont plus foncés, mais c'est sans doute parce qu'ils sont mouillés. Ou je ne vois pas ses yeux parce qu'ils sont fermés. Au moins, j'ai pu leur dire le nom des enfants. Il ne fait aucun doute que les enfants ont été tués. Mais pourquoi? Et par qui? Qui serait capable de tuer des enfants? Le mystère était d'autant plus grand que personne ne connaissait la famille. Les enquêteurs ignorent s'ils sont à la recherche d'un parent ou d'un vil prédateur. Et le reste de la famille Longo manque toujours à l'appel. Il leur faut attraper ce tueur d'enfants de toute urgence. Zachary et Sadie sont-ils les seules victimes? Ou n'était-ce que le début?
On se demandait si on allait trouver d'autres corps. On n'avait aucune idée. Newport, Oregon. 3 jours plus tôt, on a trouvé les corps de Zachary et Sadie Longo. Les 2 enfants ont été tués et leurs corps jetés dans l'océan. Quelqu'un s'en était débarrassé comme de vulgaires ordures dans le marécage à Walport. Et il avait attaché une pierre à leur cheville pour qu'on ne les retrouve pas. C'était un geste intentionnel. La nouvelle du meurtre se propage. La communauté de Newport est ébranlée. Comme c'est arrivé autour de la période des fêtes, ça a été encore plus difficile pour les gens. Ça a atteint tout le monde. Les citoyens se sont montrés solidaires. À Walport, les gens ont apporté des fleurs et des animaux en peluche sur le pont de Linslow, à la mémoire de Zachary et Sadie. On a été témoin d'un soutien communautaire phénoménal. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et je doute que ça se reproduise dans ma vie. Le FBI et le bureau du shérif ignorent si les enfants ont été tués par quelqu'un qu'ils connaissaient ou si un prédateur est en cavale à Newport. Même si mon mari est costaud, on dormait avec la carabine près du lit. On avait peur. Si quelqu'un tuait des inconnus, on aurait pu être les prochaines victimes. Personne n'a réussi à localiser le reste de la famille Longo. Madison, la plus jeune enfant, et les parents Christian et Mary Jane. 2 enfants étaient morts. Où était la famille? Y aurait-il 3 autres victimes? En l'absence d'indices concluants, les forces de l'ordre doivent compter sur les pistes que fournira le public. On commençait à recevoir de l'information. Certaines personnes croyaient avoir été témoins de quelque chose. Nous devions suivre toutes les pistes. Quelqu'un appelle pour signaler une voiture mystérieuse près d'un parc où jouaient des enfants. Mais les enquêteurs ne réussissent pas à retracer le véhicule. C'est une petite communauté. On signale toute personne ou toute voiture qui semble étrange. Un autre homme affirme que le soir de la découverte du corps de Zachary, il s'est arrêté pour offrir de l'aide à un homme qui avait des ennuis mécaniques sur le pont près d'où le corps a été aperçu. Un homme traversait le pont. Il a aperçu des feux d'arrêt. Alors il a demandé à l'individu s'il avait des ennuis. L'homme a répondu qu'il attendait qu'un signal lumineux s'éteigne. L'homme a refusé l'aide, une réaction étrange aux yeux du bon samaritain. Mais il n'a pas pris la peine de noter le modèle de voiture ou le numéro de la plaque d'immatriculation. Il ne peut fournir qu'une vague description de l'individu. Dans l'impasse, les policiers se tournent vers l'homme qui a trouvé le corps de Zachary. La personne qui trouve un corps est toujours une personne d'intérêt. Il arrive souvent que des gens qui tentent de s'infiltrer dans une enquête deviennent des suspects. On l'interroge de nouveau et on finit par apprendre qu'il a des antécédents de violence contre des enfants. Évidemment, quand on est en contact avec une personne concernant la mort d'un enfant et qu'on apprend que cette personne a, dans le passé, commis des crimes contre un enfant, ça sonne l'alarme. L'homme prétend avoir assisté à une réunion des alcooliques anonymes le soir précédant celui où il a aperçu le corps. Les policiers inspectent le bâtiment où avait lieu la réunion et aspergent du luminol dans les toilettes. Ce qu'ils découvrent est alarmant. On a trouvé du sang sur les murs des toilettes de l'édifice. Ça a éveillé nos soupçons. On s'est dit qu'il avait tué le garçon dans les toilettes. On prélève des échantillons de sang qu'on envoie illico au laboratoire. Mais les éléments de preuve ne suffisent pas à arrêter le suspect. Bien qu'ils croient que l'enquête progresse, les policiers ignorent où se trouvent les autres membres de la famille Longo. Le FBI se met à étudier plus à fond la vie des parents. À partir de l'âge adulte, tout individu laisse une trace derrière lui. Carte de membre d'un club vidéo, location de voiture, billets d'avion. On s'est donc penché sur ce type d'éléments pour savoir avec qui ils étaient en contact ou où ils se trouvaient. On apprend que la mère des enfants, Mary Jane Baker, est née en 1967 à Ann Arbor, dans le Michigan,
et qu'elle avait 5 frères et sœurs. Ses parents ont divorcé dans les années 1970. Selon Mark Baker, le frère de Mary Jane, ils ont été élevés par leur mère et étaient témoins de Jéhovah. Ma mère a joint les rangs des témoins quand j'avais 7 ans, je crois. Alors Mary Jane devait en avoir 4. Elle ne connaissait rien d'autre. On a reçu une éducation stricte. Dans la vingtaine, Mary Jane a rencontré Christian Longo. Il n'avait que 17 ans. Ils avaient plusieurs points en commun, y compris des parents divorcés et leur foi. Il était comme les autres. Il avait l'air normal. En fait, il était plus beau que la moyenne. Il avait de bonnes manières. Ce n'était ni un coureur de jupons, ni un fêtard. Christian a été le premier amour de Mary Jane. Il me semble qu'elle n'avait fréquenté personne avant lui. La mère et le beau-père de Christian le jugeaient trop immature pour qu'il fréquente une fille. Christian a quitté la maison familiale et s'est trouvé un emploi dans une boutique de caméras. Elle avait quelques années de plus que Christian, mais elle avait toujours voulu se marier et fonder une famille. Ils se sont mariés au printemps de 1993. Elle n'avait qu'un but dans la vie, être une épouse et une mère. Elle vénérait le sol que Christian foulait. Elle est vite tombée enceinte et a donné naissance à Zachary en février 1997. Peu de temps après, Sadie et Madison sont nés. Elle était douée avec les enfants. Ils ne passaient pas leur temps à crier ou à pleurer. Ils étaient toujours bien habillés et avaient l'air heureux. Christian a fondé une entreprise de nettoyage de chantiers de construction et les affaires roulaient. Il travaillait fort pour soutenir sa famille, tandis que Mary Jane restait à la maison avec les bébés. Une vie de rêve, semble-t-il. Jusqu'à ce que l'entreprise de Christian s'effondre. Plusieurs clients sont en retard sur leur paiement et Christian n'arrive pas à verser les salaires. Humilié et endetté, il se met en route vers l'ouest avec sa famille en septembre 2001. Il était le seul pourvoyeur et n'arrivait pas à supporter la pression. Il part avec sa famille en se disant « Ailleurs, on pourra prendre un nouveau départ ». Ils aboutissent à Newport, dans l'Oregon. Christian trouve un appartement donnant sur l'océan et un emploi dans un café pour joindre les deux bouts. C'est là qu'il rencontre Denise Thompson. Je suis passée en entrevue juste après lui et ils nous ont embauchés le même jour. Ils sont devenus amis sur le champ. C'était agréable de travailler avec lui. Un type souriant, un jeune père de 3 enfants, une belle famille. Je m'étais fait un ami au travail, c'était super. Les Longo ne connaissaient personne à Newport et Denise a voulu les aider. Ils n'avaient pas de famille dans l'Oregon. C'était sûrement difficile pour eux de se retrouver dans une communauté si unie. Je voulais qu'ils se sentent les bienvenus. Thank you. No problem. They'll be fine. You guys enjoy yourselves. Have a good time. All right. Elle s'est proposée comme gardienne pour que le couple puisse sortir en amoureux. J'ai offert de garder leurs enfants et eux, ils pourraient... Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand une famille de la côte de l'Oregon disparaît... On était en état de choc. On se disait que c'était impossible que ce genre de truc nous arrive. Le FBI se mobilise. On ne savait rien. On a frappé à toutes les portes de la ville pour poser des questions et montrer les photos. On ne connaissait pas leur histoire. Ils n'avaient aucun lien avec la communauté. L'horreur, la violence de la chose dépassait l'entendement. Enquête. FBI. Par un matin frisquet, dans la petite ville côtière de Walport, dans l'Oregon,
Un homme se balade seul sur la plage quand il voit quelque chose de suspect flotter sur l'eau. Il compose le 911 pour joindre le bureau du shérif du comté de Lincoln à Newport, à 29 km de là. Les enquêteurs Dennis Bosky et Trish Miller sont les premiers à arriver sur les lieux. Je me suis rendu à la baie d'Alsea, dans la région de Walport, où j'ai rencontré l'enquêteuse Miller. Les enquêteurs sont stupéfaits de découvrir le corps d'un petit garçon portant uniquement des sous-vêtements. On n'était pas certain de son âge, mais il était petit. On s'est dit qu'il devait avoir 3 ou 4 ans. Il était très soigné. Ses ongles étaient bien coupés. On avait pris soin de lui. Les policiers n'ont aucune raison de croire qu'il s'agit d'un acte criminel. Il n'y avait aucun signe de blessure. On ignorait la cause de la mort. On a présumé qu'il s'était noyé. On se disait que dans les heures qui allaient suivre, un parent agité se présenterait au poste parce que son enfant avait disparu. Mais aucun parent ne se présente et aucun enfant n'est porté disparu. C'était un mystère. On commença à penser qu'il ne s'agissait pas d'une simple noyade. Une mort inexpliquée suffisait à mettre sur pied une équipe de lutte contre les crimes majeurs, composée d'agents de tous les paliers gouvernementaux, y compris des spécialistes des meurtres complexes, le FBI. On est sensibilisé aux enfants portés disparus. J'ai offert notre aide au bureau du shérif porté disparu. J'ai offert notre aide au bureau du shérif du comté de Lincoln. Avec 17 ans de métier, l'agent spécial Mike Holman est un vétéran du FBI. Il sait par expérience que la mort de l'enfant pourrait être accidentelle, ou pire. Il s'agissait peut-être d'un enlèvement d'enfant. Le genre d'affaire où on s'implique du début à la fin. L'agent Holman et l'équipe s'affairent à identifier l'enfant. Sans son nom, il y a peu de chances de comprendre comment et pourquoi il est mort. On ne savait rien. On a mis sur pied un poste de commandement et on a ouvert l'enquête. On a frappé à toutes les portes de la communauté pour demander aux gens s'ils connaissaient des familles avec un enfant de cet âge. On leur posait des questions, on leur montrait la photo. Savez-vous quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? S'est-il produit quelque chose d'inhabituel la veille? Les enquêteurs formulent toutes les hypothèses possibles, y compris que l'enfant ait eu un accident de voiture. On a demandé à la garde côtière de survoler la baie de Yakina et au service des forêts de vérifier s'il y avait eu un accident, si une voiture avait quitté la route ou avait plongé dans l'eau. On ignorait si une famille entière était morte ou s'était noyée. Leurs efforts ne mènent nulle part. On diffuse publiquement l'affaire dans l'espoir que quelqu'un ait des informations. On a transmis une photo aux médias. On l'a fait paraître dans les journaux. Bien vite, le bulletin de nouvelles télévisé diffuse la photo. Denise Thompson est chez ses parents à ce même moment. Hey, Mom. Come look at this. Ils ont montré un portrait robot du garçon à la télé. Ça m'a marqué parce qu'il ressemblait au petit Zachary. Denise a déjà gardé cet enfant. Il s'appelle Zachary Longo. Quelques jours plus tôt, elle a gardé le garçon de 4 ans et ses 2 sœurs cadettes. I think I need to call. À l'époque, on était voisins du shérif. Je l'ai appelé. Vous savez, l'enquête sur le petit garçon découvert dans la baie, je crois que je sais qui il est. Denise informe les enquêteurs qu'elle travaille avec son père, Christian Longo, dans un café du coin. Elle ajoute que Christian, son épouse Mary Jane et leurs enfants Zachary, Sadie et Madison résident à Newport depuis seulement 6 semaines. Les policiers se précipitent chez les Longo, un chic condo donnant sur la côte, à Newport.
On s'est rendu à leur domicile, mais il n'y avait personne. Tout dans la maison laisse croire au retour imminent de la famille. Je me rappelle que tout était en ordre. Rien ne signalait un départ hâtif. Il n'y avait aucun signe de chambardement. On s'est mis à la recherche de quelque chose qui indiquerait où il se trouvait. On pourrait faire pareil. Je trouvais ça sympathique. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Mary Jane et lui sont sortis au restaurant et au cinéma. Zachary et Sadie, les deux plus vieux, étaient extrêmement gentils. Je n'avais jamais gardé d'enfants aussi dociles. C'était des enfants dont on prenait soin. Ils étaient super. Pour Denise, il est inimaginable qu'on ait voulu faire du mal à ses enfants. J'étais séduite par cette petite famille et je tenais à ce qu'on devienne amis. Les agents aussi ont du mal à y croire. Ils se mettent à poser de pénibles questions. Les Longo auraient-ils eu des ennuis plus graves que ce qu'on s'imaginait? Peut-être tentait-il d'échapper à des créanciers ou à une personne en colère. On entrevoyait plusieurs scénarios. Qui aurait pu tuer avec froideur 2 enfants innocents? Les Longo étaient-ils retenus en otage? Ou pire? Trouverait-on d'autres corps? On ne savait pas ce qui s'était passé, si quelqu'un avait tué toute la famille. Il y a 8 jours que Christian et Mary Jane Longo et la plus jeune de leurs enfants, Madison, sont disparus de Newport dans l'Oregon. Les 2 autres enfants, Zachary et Sadie, ont été retrouvés assassinés près d'un pont. On était déterminés à retrouver Mary Jane et Madison. On ne se demandait pas si elles étaient vivantes ou pas. On voulait juste les retrouver. Les agents veulent à tout prix identifier le tueur, mais ils ne tiennent qu'une personne d'intérêt. L'homme qui a trouvé le corps de Zachary. Il a des antécédents de crimes contre les enfants et du sang a été découvert dans les toilettes du bâtiment où il était lorsque le corps a été trouvé. Pour les policiers, il s'agit d'un suspect potentiel jusqu'à ce qu'ils réussissent le test du détecteur de mensonges. J'étais parmi les enquêteurs qui l'ont interrogé. Il a fait des déclarations qui l'incriminaient. Alors j'ai su qu'il disait la vérité. Les analyses du sang retrouvé dans les toilettes révèlent qu'il ne s'agit pas du sang de Zachary. Il provenait de plusieurs personnes qui assistaient aux rencontres des AA et s'injectaient des drogues dans les toilettes. On a su par la suite qu'on retrouvait fréquemment du sang dans les toilettes parce que les gens y consommaient de la drogue. L'enquête retourne donc à la case départ. La recherche des Longo s'intensifie. Les agents tentent de reconstituer leurs faits et gestes. Un analyste du FBI scrutait leur vie en quête de la moindre information. Les pistes sont minces, jusqu'à ce que la police reçoive de l'information d'un hôtel où les Longo avaient logé à leur arrivée à Newport. On a trouvé un album renfermant des empreintes et des certificats de naissance. On trouve aussi le permis de conduire de Mary Jane Longo. Cette découverte paraît de mauvais augure à l'équipe d'enquêteurs. Il y avait des albums photos et des effets personnels des enfants. On se disait tous qu'une mère n'allait pas jeter les photos de ses enfants, ni ses pièces d'identité. C'était impossible. Redoutant le pire, les autorités envoient d'autres plongeurs près du condominium des Longo. Leur pire crainte se confirme. Ils ont trouvé 2 valises sous les quais. Les plongeurs ont tressailli à la vue de cheveux coincés dans la fermeture éclair d'une des valises. Je leur ai demandé d'apporter les valises sur le quai. On a trouvé Mary Jane dans l'une et Madison dans l'autre. J'ai de nouveau éclaté en sanglots.
Mère et enfant ont été étranglés, puis enfermés dans les valises. Mary Jane était nue. Les policiers sont consternés par la brutalité du geste. Les mots me manquent pour exprimer le choc, la colère, l'immense tristesse que suscite une telle tragédie. La nouvelle foudroie la famille de Mary Jane. Ça m'a brisé le cœur. On ne s'en remet jamais. On a beau y réfléchir sans arrêt, essayer de comprendre, c'est un geste inqualifiable. La nouvelle du meurtre de la famille ébranle tout le pays. Ça a fait les manchettes à l'échelle du pays. C'était le pire crime du siècle en Oregon. Il en a beaucoup été question dans les médias et les gens étaient sidérés d'entendre parler du meurtre brutal de la famille Longo. Tout le monde se pose la même question. Où donc est Christian Longo? Allait-on retrouver son corps flottant quelque part le long de la côte de l'Oregon? Ou bien ce père, apparemment aimant, avait-il tué sa famille avant de fuir l'État? Les policiers interrogent de nouveau Denise Thompson, qui, selon eux, est la dernière à avoir vu les Longo vivants. Denise révèle un détail qui lui semblait sans importance, mais qui devient déterminant. Ils voulaient en savoir plus sur les enfants et les parents.